Vous devez vous demander est-ce qu'un consultant en système d'information va bien pouvoir vous apporter en termes de handicap. Du coup, vous aurez bien raison parce qu'en fait, j'y connais pas grand-chose. Du coup, vous vous demandez vraiment ce que je fais là. En fait, je vais juste vous raconter une petite anecdote pour que vous compreniez un peu la réflexion que j'ai pu avoir sur ce sujet. J'ai la chance d'avoir une sœur qui est ergothérapeute. L'ergothérapeute, c'est celui qui va aider une personne handicapée, plus ou moins handicapée. Bon, ça va du handicap léger à la personne qui est atteinte du locked-in syndrome. Si vous avez vu le scaphandre et le papillon, vous savez à peu près en quoi ça consiste. Donc à entrer en relation avec son environnement, soit en la dotant d'outils, soit en adaptant l'environnement lui-même. Donc la particularité de ma sœur, c'est qu'elle va utiliser énormément de nouvelles technologies pour faire son travail, donc que ce soit des logiciels ou voilà, des technologies assez avancées qui permettent donc à une personne plus ou moins handicapée de rentrer ou de faciliter son contact avec son environnement. Soit pour marcher, contrôler ses gestes ou voilà, communiquer avec le reste du monde. Donc, étant intéressé par l'innovation technologique, j'ai eu l'occasion j'ai souvent l'occasion de discuter de ce travail avec elle. Et récemment, en discutant justement du handicap, je commence à parler de la personne handicapée. Bon, parce que je considère que un humain est avant tout une personne avant d'autres caractéristiques qui peut être un handicap particulier. Là-dessus, éclat de rire, on ne parle pas de personnes handicapées, on parle de personnes en situation de handicap. Là, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce nouveau mot de novlangue qui vient de je ne sais pas où. Et du coup, elle m'explique que finalement, on est tous, d'une manière ou d'une autre, amenés à être dans une situation de handicap en fonction de nos capacités. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les personnes qui sont handicapées de manière permanente qui, à un moment ou à un autre, vont éprouver des difficultés à agir d'une certaine manière. Bon, un exemple simple, ma femme est plus petite que moi et du coup, pour atteindre les éléments de meubles de la cuisine qui sont en hauteur, elle a un peu plus de difficultés. Donc c'est considéré comme un handicap. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Parce que d'un point de vue conceptuel, finalement, on ne considère plus le handicap comme une déficience, c'est-à-dire par rapport à un état normal de la personne. Quand on parle de normalité, si on prend une définition plus ou moins aristotélicienne, c'est ce qui arrive toujours ou le plus souvent. Une personne humaine est un bipède qui marche sur ses deux jambes et ça arrive toujours ou le plus souvent. Une personne qui ne peut pas marcher, on va considérer qu'il y a une anormalité chez cette personne. Du coup, ce qui se passe, c'est que si on considère que n'importe qui peut être en situation de handicap, on efface cette distinction. Et du coup, la définition de l'humain ne sert plus de référence. C'est-à-dire le référentiel disparaît. Alors, dans mon travail de consultant en SI, où on conçoit des systèmes assez complexes, on sait qu'avant tout travail, on a besoin de modéliser, d'un point de vue sémantique, les concepts qu'on manipule pour que les définitions soient partagées. Quand on prend un objet, on a besoin de connaître ce qu'il représente, quelles sont ses relations avec les autres objets et ce qui fait qu'il est cet objet. C'est vraiment sémantique. On considère qu'une personne qui est handicapée est un humain, mais il lui manque certaines caractéristiques, certains attributs où il y a une déficience. Et c'est du fait qu'il y a une déficience par rapport à un état qu'on considère comme normal, qu'on va autoriser certaines compensations ou réparations de la personne. Alors ça peut aller, ça peut être 3 fois rien, ou aujourd'hui, les nouvelles technologies nous permettent d'aller très loin dans les réparations. Aujourd'hui, on commence à parler de tout ce qui est les exosquelettes, des structures qui permettent d'améliorer ou d'accroître les possibilités de portage, de marcher ou de saisie des objets. Donc, c'est une technologie qui peut être utilisée pour permettre à une personne qui est hémiplégique de remarcher ou qui a des mouvements relativement instables de mieux appréhender son environnement.
Aujourd'hui, une personne qui est sourde peut, grâce à certaines sondes directement implantées dans le cerveau, retrouver une certaine audition. Les personnes qui sont aveugles vont pouvoir aussi, de la même manière, retrouver une certaine vision grâce à des technologies qui se rapprochent de plus en plus de la personne. Alors, tout ça est fort bien parce qu'on sait que ces technologies servent avant tout à réparer ou à compenser une déficience. Mais on les compense, on répare par rapport à un état qu'on considère comme normal. C'est-à-dire qu'il y a une définition de référence et on va tenter de rapprocher le plus possible la personne handicapée de cette définition. Si on efface la définition de référence, qu'est-ce qui va nous servir justement de référence pour dire qu'on peut réparer ou pas? À partir de quel moment suis-je en situation de handicap? Finalement, ce qui auparavant permettait de dire qu'on est en train de réparer ou de compenser disparaît, et du coup on va prendre un référentiel différent qui va pouvoir être individualisé. Je peux d'une certaine manière me considérer en situation de handicap par rapport à une autre personne qui est plus grande, plus forte que moi, et je vais vouloir accroître mes capacités. Et donc là on se rend compte qu'on n'est plus en train de parler de réparation ou de compensation, mais en train de parler d'augmentation de la personne. Quand on parle de la personne, l'augmentation de l'homme, c'est quelque chose qui commence à apparaître sur Internet, dans les discours. Ça consiste à utiliser tous les moyens technologiques, biotechnologiques, etc., dont on dispose pour accroître les capacités intellectuelles, physiques de la personne, et atteindre dépasser les limites qui sont imposées par la nature à la personne humaine. Alors, la question, c'est de savoir si cette définition de l'homme disparaît, à partir de quand je considère que j'atteins un niveau de normalité, et jusqu'où je peux aller. Aujourd'hui, on n'en est pas encore là, mais demain, on va pouvoir, à travers des modifications des gènes, potentiellement créer ce qu'on appelle des chimères, c'est-à-dire implanter des gènes d'autres espèces dans l'être humain pour le doter de capacités supplémentaires. Alors, on pourrait dire c'est n'importe quoi, sauf que finalement, si je considère que si je vis dans la savane et que je côtoie je ne sais pas ce qu'il y a comme animaux, mais des guépards, si je me fais courser par un guépard, je suis en situation de handicap par rapport à lui, et je peux en toute légitimité vouloir accroître mes capacités pour éviter d'être dans cette situation de handicap. Alors, c'est là qu'on se rend compte tout l'éventail des possibilités qui sont. Et donc, la vraie question, c'est pas de savoir est-ce qu'il est légitime, de réparer les causes, réparer ce qui empêche une personne d'avoir toutes ses capacités, de doter ou d'outiller une personne pour qu'elle puisse vivre dans son environnement correctement. La question, c'est jusqu'où on peut aller sans changer l'homme. C'est-à-dire, quelle est vraiment la définition de l'homme, de la personne normale, qu'on peut avoir, et jusqu'où les technologies nous permettent d'aller sans transformer ce qu'elle est. Aujourd'hui, il y a une définition philosophique de l'homme qui est qu'il est un animal rationnel. Mais ça ne donne que l'élément différenciant par rapport à d'autres animaux. Ça ne donne de définition que par défaut. On a moins de définition, je dirais, d'un point de vue biologique. Qu'est-ce qui fait vraiment partie de la définition de l'homme? Et du coup, on a beaucoup plus de difficultés à poser des limites, à savoir jusqu'où je peux aller. Est-ce que je peux, par exemple, comme je le découvrais il y a quelques jours, on a découvert qu'en modifiant certains comportements ou certaines molécules chez un ver plat, on pouvait accroître sa vie en la multipliant par 3 ou 4. Ça, on va faire sans doute des essais sur les souris, et bientôt on espère pouvoir le faire sur les hommes pour permettre à un homme de vivre jusqu'à, on l'espère, 500 ans. Est-ce que le fait de pouvoir vivre jusqu'à 500 ans et plus fait partie de la définition de l'homme? Est-ce que les limites qui sont portées par la nature sont constituantes de notre définition? Et dans ce cas-là,
où allons-nous poser les limites au fur et à mesure, et à partir de quand pourra-t-on contraindre ou permettre certaines évolutions. Donc c'est un peu la question qu'on peut se poser, c'est voilà, augmenter l'homme, quelle que soit l'augmentation qu'on porte, est-ce changer l'homme? Et est-ce que changer l'homme est légitime ou pas? Et quelles sont les conséquences que ça va emporter, pas seulement sur l'homme, mais sur la société d'une manière générale, les inégalités qui peuvent naître des changements, éventuellement aussi tout le lot de problèmes que ça peut entraîner. Aujourd'hui, on se rend compte que notre mode de vie, tout en améliorant nos conditions de vie, ont entraîné des problèmes liés on va dire, à la santé, qui ne serait jamais apparu si on n'avait pas industrialisé l'agriculture, etc. On se rend compte que toutes les avancées qu'on apportent leur lot aussi de problèmes. Donc, la question qui va se poser, c'est donc de savoir définir l'homme dans toutes ses constituantes et de savoir où placer le curseur entre réparation, amélioration ou outillage et augmentation réelle de l'homme, changement de l'homme.